Comment endiguer la corruption dans les prisons? Pauline P., une surveillante pénitentiaire de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, dans les Bouches-du-Rhône, a été condamnée à 3 ans de prison, dont 2 fermes, notamment pour corruption passive. Cette agente de 31 ans a tenté de faire rentrer en décembre dernier un téléphone portable destiné à un détenu connu pour des affaires de stupéfiants. Une nouvelle affaire de corruption qui met la lumière sur un phénomène qui semble prendre de l'ampleur dans les maisons d'arrêt, alors que dans le même temps, l'État multiplie les actions afin de vider les cellules des objets illégaux. Comment faire pour empêcher la corruption de gagner du terrain chez les surveillants? Les surveillants sont-ils suffisamment accompagnés pour lutter contre les pressions des trafiquants? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Sylvain Allemand, bonjour. Bonjour. Justine Gerbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de l'administration pénitentiaire. Nous reviendrons avec vous tout au long de notre récit sur les actions de l'État pour endiguer la corruption. Mais d'abord, Sylvain, retour sur cette affaire qui commence par une opération de fouille dans la prison d'Aix-Luynes. Oui, des fouilles XXL même. C'est le nom donné à cette vaste opération lancée par Gérald Darmanin pour vider les cellules des maisons d'arrêt des objets illégaux comme les téléphones. Pour faire entrer ces biens, les prisonniers redoublent d'ingéniosité en se les faisant parfois livrer par drone ou alors en graissant la patte de certains surveillants. Pendant ces fouilles à la prison d'Aix-Luynes, Pauline P., une surveillante de 31 ans, refuse que des bagages passent au rayon X à la fin de son service. Interpellé par ce refus, les policiers ouvrent son casier cadenassé. Ils découvrent alors un téléphone emballé dans un thermos. La surveillante est très vite placée en garde à vue. Elle raconte d'abord qu'elle souhaitait vendre l'appareil, une version qu'elle abandonne rapidement en envoyant agir directement pour Yanis G., un détenu de 29 ans, connu pour plusieurs affaires de stupéfiants, avec qui elle aurait eu un flirt. Durant le procès, 2 versions vont donc s'opposer frontalement. Oui, à la barre, la surveillante, surnommée C18 par les détenus, assure que l'ancien trafiquant l'a harcelé et qu'il avait donné son adresse. De son côté, Yanis G. assure que Pauline P. consommait des stupéfiants avec les prisonniers. L'homme explique aussi que la veille, la surveillante déambulait dans les coursives de la prison pour vendre le téléphone portable au plus offrant. Des téléphones qui permettent aux gros bonnets de la prison de continuer à mener leurs exactions depuis leur cellule. Lors des fouilles XXL, plusieurs objets interdits sont retrouvés dans sa cellule comme des stupéfiants, une lame de couteau, 3 tickets de carte prépayée PCS, une carte NanoSIM. Durant le procès, le procureur parle d'un serment violé en toute conscience par la surveillante. Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence finira par condamner à 2 ans de prison ferme à exécuter sous bracelet électronique et à 1 an de prison avec sursis probatoire. Et Sylvain, cette affaire n'est pas un cas isolé. Oui, le 9 janvier déjà, une autre surveillante pénitentiaire de la même maison d'arrêt avait été condamnée à 3 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir fait entrer en détention 4 savonnettes de cannabis à destination d'un détenu. Fin septembre, un surveillant pénitentiaire de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines a été condamné à 5 ans d'emprisonnement dans 18 mois avec sursis. Il a été reconnu coupable d'avoir été payé par des détenus pour introduire des stupéfiants et de l'alcool dans l'établissement pénitentiaire. Pour ces livraisons, il affirme avoir reçu 2 500 €, une somme sous-estimée selon la procureure durant le procès. Alors Justine Gerbeau, on vient de l'entendre, les cas de corruption se sont multipliés dans l'actualité. Est-ce qu'il y a une réelle augmentation statistique de la corruption de surveillants? Alors, je ne pense pas que la multiplication de ces situations qui effectivement occupent l'actualité et les médias traduisent une augmentation du nombre de cas de corruption. La corruption, on le sait, existe au sein des établissements pénitentiaires, mais ce qui a vraiment évolué, c'est la réaction de l'administration, de l'État face à ces situations de corruption et notre capacité à les détecter, à les recueillir, à les documenter et à les dénoncer aussi, à mettre en place les actions qui permettent de recueillir les preuves et de judiciariser ces affaires. C'est plutôt tous ces dispositifs de prévention, de contrôle et de répression aussi de la corruption qui mettent en lumière davantage de cas aujourd'hui qu'auparavant. Mais comment est-ce que les agents tombent d'abord dans la corruption? Alors, il faut se détacher de cette image un peu fantasmée de l'agent ripou qu'il ferait avec la volonté de s'enrichir et de bénéficier d'un profit. Dans l'immense majorité des cas, c'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus lent comme mise en place. C'est finalement le cadre, le milieu carcéral. Ça reste un milieu où ce sont des personnes humaines qui prennent en charge d'autres personnes humaines. Il y a nécessairement un lien qui se crée entre les personnels pénitentiaires et les personnes détenues qui sont prises en charge. C'est un lien qui se construit autour du rapport d'autorité qui existe nécessairement entre les personnels pénitentiaires et les personnes détenues. Mais pour autant, ça reste un lien humain, donc qui est
par définition, voilà, un peu faillible, un peu, voilà. Et donc, c'est sur ce lien que peut parfois se mettre en place une dynamique de corruption, de manipulation d'une personne détenue. Ça se met de façon très progressive. On va avoir à un moment donné un lien voilà, d'un agent qui va soit être touché par une situation individuelle, par une situation qui va peut-être lui renvoyer quelque chose de personnel, qui va être voilà, un lien qui se crée alors je vais aller jusqu'à dire peut-être d'affection, en tout cas un détenu, voilà, on est entre deux personnes qui échangent régulièrement, et voilà, donc le lien s'écarte un petit peu de ce lien d'autorité et de ce lien professionnel qui est censé avoir dans la relation. On va pouvoir aussi avoir un lien qui dérape sur un rapport de séduction, et donc voilà, c'est progressivement, c'est des petites atteintes à ce lien très d'autorité qui doit exister, qui vont se mettre en place, et puis à un moment donné, un personnel qui va un petit peu dévier de la route. Les premiers actes de corruption sont assez insignifiants en apparence. On va avoir un premier petit écart. Voilà, on va à un moment donné faire passer un message à quelqu'un à l'extérieur ou à une autre personne détenue. On va autoriser un échange entre deux personnes détenues. Enfin, en tout cas, on va être sur quelque chose de petite envergure. Et puis, progressivement, les demandes vont être plus fortes et vont demander voilà, des choses de plus en plus franchement illégales. Et une fois que ces transgressions auront commencé, finalement, l'agent est pris au piège et finalement voilà, est sous la pression de la personne détenue et ne peut plus se sortir de ce rapport. Et durant le procès de Pauline P, la procureure a souligné que les téléphones portables permettaient aux détenus de continuer leurs exactions depuis leur cellule. Est-ce que la corruption d'un surveillant, c'est une méthode privilégiée par les détenus pour faire rentrer ce genre d'objet dans les cellules, ou alors c'est une méthode encore peu utilisée par rapport à d'autres méthodes comme les livraisons? Alors, déjà, de manière générale, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit par le procureur à l'occasion de cette affaire. Effectivement, les téléphones en détention sont un fléau voilà, pour lequel l'administration pénitentiaire et particulièrement le ministre Gérald Darmanin sont très engagés aussi voilà, pour lutter contre la présence, l'introduction de ces téléphones portables et la circulation de ces téléphones portables en détention. Effectivement, aujourd'hui, on a la preuve qu'ils peuvent servir aussi à commettre des infractions ou commanditer des infractions depuis l'intérieur de la détention. Donc, il y a un ensemble de mesures qui sont déployées par l'administration pénitentiaire pour lutter contre et aussi sur le volet structurel. Vous mentionnez effectivement les livraisons. Je rappelle qu'en fin d'année dernière, on a engagé un plan de sécurisation des établissements pénitentiaires voilà, qui a vocation à renforcer l'étanchéité des établissements pénitentiaires pour limiter l'entrée de ces téléphones portables. Et sur la méthode qui est employée pour faire entrer ces téléphones portables, en fait, la personne détenue, elle va réagir de cette manière, elle va réfléchir de manière très pragmatique dans ce contexte-là. On cherche une faille qu'on va pouvoir exploiter pour pouvoir faire rentrer le téléphone portable selon la structure de l'établissement, selon le quartier dans lequel cette personne détenue est affectée. On n'aura pas les mêmes failles qui vont être identifiées, donc on n'aura pas les mêmes procédures qui seront privilégiées. Voilà, on a identifié, par exemple, dans le cadre du plan zéro portable, des établissements qui étaient particulièrement exposés au phénomène de projection ou de livraison par drone. Vraisemblablement, sur ces structures, c'est plutôt sur cet axe-là qu'on va s'orienter pour avoir un téléphone portable. Dans d'autres secteurs qui vont être davantage sécurisés ou dans d'autres établissements davantage sécurisés, peut-être qu'effectivement le surveillant sera davantage une cible, davantage sujet à la menace de la corruption. Donc l'important, surtout pour l'administration pénitentiaire, c'est de pouvoir identifier ces failles et de pouvoir agir sur ces failles. Voilà, on ne pourra pas toujours déployer un plan massif de travaux, par exemple, sur une structure, mais en tout cas, c'est les procédures de sécurité et les pratiques professionnelles des personnels qui vont nous permettre de compenser ces failles qui vont être identifiées. Et Sylvain, le tabou de la corruption auprès des surveillants, le sujet était déjà tabou. Il est aujourd'hui visiblement prêt à être abordé sans détour par les autorités et les syndicats. Oui, en décembre dernier, Flavie Rose, secrétaire générale du syndicat national des directeurs pénitentiaires et ancienne directrice de la prison de la Santé, indiquait à BFM qu'il y avait une forme de prise de conscience sur le sujet. Une prise de conscience qui s'est aussi traduite par les déclarations du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui assurait que la corruption existait bien dans l'administration pénitentiaire. Des déclarations accompagnées par plusieurs mesures, parmi elles un renforcement de la formation initiale contre le phénomène corruptif. Alors Justine Gerbaud, plusieurs mesures ont été annoncées pour lutter contre cette corruption des surveillants. Parmi elles, la création d'une inspection générale de l'administration pénitentiaire. Comment ça fonctionne, cette nouvelle arme contre la corruption ? Déjà, juste effectivement, sur les propos qui ont été
tenue aussi par Flavie Rault, voilà, la secrétaire générale des syndicats des directeurs. Effectivement, je suis assez d'accord avec elle. Je pense qu'il y a une forme de prise de conscience que le phénomène existe, et prise de conscience aussi que pour lutter contre, on doit aussi en parler, et pour mettre en place des mesures qui visent à lutter contre ce phénomène de corruption, on doit identifier ces situations de corruption, identifier les situations dans lesquelles ces dynamiques de corruption se mettent en place, le quantifier, l'évaluer pour pouvoir mettre en place des mesures qui seront adaptées aux risques qu'on identifie. Donc évidemment, un vaste plan de lutte contre la corruption a été déployé. Effectivement, l'IGAP en fait partie. Donc l'inspection générale de l'administration pénitentiaire. Donc elle est en service depuis le 1er février 2026. Donc on est vraiment au tout début, au démarrage, et le chef de cette inspection est en cours. La procédure de nomination du chef de cette inspection est en cours. Donc on est vraiment au tout démarrage de cette institution. En tout cas, cette entité reprend l'ancienne mission de contrôle interne, qui était déjà une entité existante au sein de l'administration pénitentiaire, qui était déjà très engagée aussi dans la lutte contre la corruption et dans le respect des obligations déontologiques des personnels pénitentiaires. Donc l'IGAP a vocation à intégrer les anciennes missions de cette mission de contrôle interne, avec l'ajout d'une mission d'inspection, donc la capacité à réaliser des enquêtes administratives au sein des services de l'administration pénitentiaire. Donc effectivement, elle aura davantage de moyens, mais elle a aussi vocation à poursuivre les travaux qui ont été déjà largement engagés par la mission de contrôle interne, notamment en lien très étroit avec l'Agence française anticorruption, agence avec laquelle nous travaillons maintenant depuis plusieurs années, qui a rendu récemment un rapport sur le risque corruptif au sein de l'administration et notamment au sein des établissements pénitentiaires, qui salue aussi les travaux qui ont été menés par l'administration pénitentiaire en ce sens de lutte contre la corruption. Donc il y a vraiment un gros travail qui a été mené, un vaste plan qui est déployé au sein de l'administration pénitentiaire, et de nombreuses mesures que l'IGAP aura effectivement la charge de poursuivre et de s'assurer que ce plan est bien mis en œuvre au sein de l'administration. Il y a aussi certains agents qui sont confrontés à des narcotrafiquants qui sont à la tête d'un réseau très très grand et qui ont la possibilité de menacer ces agents en dehors, dans le lieu de travail. Comment comptez-vous protéger ces agents et leurs proches face à des réseaux qui ont des ressources parfois presque illimitées ? Alors, effectivement, particulièrement l'année 2025, a montré aussi que ces personnes détenues ayant d'importants moyens financiers, humains, avaient une capacité à exercer des pressions, y compris à l'égard des proches, et y compris dans la sphère privée des personnels pénitentiaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui pleinement pris en considération par l'administration pénitentiaire. Qu'il n'était pas forcément avant. Il y a un vrai progrès là-dessus. Là, pour le coup, il y a une vraie prise de conscience aussi que ce risque-là existe, et qu'il fallait adapter notre méthode d'accompagnement, et puis la formation aussi des agents pour eux-mêmes. Enfin, il y a eu aussi une prise de conscience de la part des agents eux-mêmes du fait qu'ils pouvaient être une cible aussi à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Donc, il y a eu vraiment un gros travail de fait, à la fois sur la prévention de cette menace qu'ils peuvent rencontrer à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Et donc là, je mettrais vraiment l'accent sur la formation. C'est vraiment un des axes majeurs de la lutte contre la corruption, mais aussi de la protection des personnels pénitentiaires, de les sensibiliser eux-mêmes dès la formation initiale et ensuite dans le cadre de la formation continue, mais de leur expliquer quels sont les dangers qu'ils peuvent rencontrer à l'extérieur, de vraiment leur permettre de détecter les situations à risque, de détecter quels sont leurs propres agissements aussi qui peuvent favoriser le fait qu'ils soient identifiables à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Donc il y a vraiment un très gros travail d'accompagnement qui a été mis en place pour vraiment les sensibiliser sur aussi les signaux faibles de ces menaces. Est-ce qu'on parle par exemple de l'anonymisation ou de l'environnement numérique? C'est ça que vous voulez dire? Par exemple, éviter de laisser des traces et tout à fait. De mettre la lumière. Voilà, je cherchais le mot, merci. L'hygiène numérique. Effectivement, ça fait aussi partie de la formation qui est aujourd'hui dispensée auprès des personnels pénitentiaires. Voilà, les sensibiliser au fait que ce qui existe sur les réseaux peut les exposer, peut représenter une menace, peut être utilisé à leur encontre. Donc il y a vraiment un gros travail de pédagogie, de communication et d'accompagnement vraiment très pratique. Sur les réseaux, vous avez quelles difficultés à supprimer ces informations? Comment est-ce qu'on vous accompagne? Comment est-ce qu'on vous aide? Et l'administration
l'administration elle-même accompagne les agents justement sur cette démarche d'hygiène numérique et d'adopter aussi des bons comportements, bons comportements dans le sens où, par exemple, on ne se promène pas en uniforme dans la vie civile pour éviter d'être identifié comme comme étant un personnel pénitentiaire. Les bons comportements à adopter aussi pour se protéger sa famille. Et puis, je dois aussi ici mentionner le concours des autres administrations et des partenaires qui a été très fort, notamment dans le cadre de 2025, où nos agents ont été la cible de plusieurs attaques dans le cadre privé, dans le cadre du mouvement des détenus, des DPF, des détenus des prisons de France. Donc, plusieurs agents avaient été victimes dans leur cadre personnel, leur jusque famille. devant leur domicile, Tout à fait, avec des inscriptions, des mises à feu. Tout à fait. Donc, il y a eu des attaques qui ont été parfois extrêmement violentes et traumatisantes aussi pour nos agents. Donc, il y a eu vraiment un gros travail de l'administration pénitentiaire aussi pour accompagner individuellement chacun de ces agents et répondre à chacune de ces situations au cas par cas. Vraiment, je tiens à l'indiquer ici, il y a vraiment eu un travail d'individualisation pour l'accompagnement de ces agents et il y a vraiment eu une réponse très forte à la fois du ministère de l'Intérieur qui s'est révélé très réactif et qui a pris très au sérieux cette situation et les menaces qui étaient réalisées à l'encontre des personnels pénitentiaires. Donc, il y a eu très rapidement des interpellations. L'autorité judiciaire a, elle aussi, très rapidement réagi et a fait preuve de la plus grande sévérité. Et à ce titre, il y a quand même 22 personnes qui ont été incarcérées dans le cadre de ces menaces qui ont pesé à l'encontre des personnels. Je pense que c'est important de le rappeler. Et je rajoute que ce dossier est parti au PNACO, donc le nouveau parquet anti-criminalité organisée. Merci beaucoup, Justine Gerbaud, d'avoir été avec nous. Merci, Sylvain. Voilà pour cet épisode d'Affaires suivantes. Le podcast inédit, tous nos épisodes sont à retrouver sur bfmtv.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes d'écoute. On vous dit à la semaine prochaine.